Bonsoir à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Natalia Lopez-Puertas, jeune volontaire espagnole en service volontaire européen à la Maison de l'Europe, qui souhaite nous parler aujourd'hui du mouvement des indignés qui a connu son apogée en 2011 et de ce qu'il en reste aujourd'hui. Bonsoir Natalia. Bonsoir Astrid. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez choisi de nous parler donc de ce mouvement des indignés qui est né en Espagne et qui a été très fort en Espagne. Pourquoi avez-vous choisi de nous parler de ce sujet ? Bon, j'ai choisi ça pour l'importance du mouvement sur la société espagnole et aussi pour l'importance pour les prochaines élections en Espagne qui sont le 20 décembre. D'accord, donc il y a encore du coup une influence, vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez aussi nous rappeler un petit peu ce qu'est ce mouvement et quelles en sont les origines ? Bon, le mouvement est né en 2011, et concrètement le 15 mai. C'est en Espagne, on ne connaît pas pour le mouvement des indignés, on le connaît pour le mouvement des 15M, qui en espagnol c'est le 15M. C'est très important parce que c'était la première fois que les Espagnols, on a fait c'était un mouvement assembléiste et non violent. Et les jeunes entre 20 et 35 ans, ils sont allés, la première fois, ils sont allés spontanément à Sol. C'est la place la plus importante à Madrid. Et ils sont restés là-bas depuis quelques mois. Et c'était bien, c'était important parce qu'ils ont commencé à faire la même chose dans d'autres villes en Espagne. Et toutes les villes avaient des mouvements 15M. Et ça s'est fait pour contre les mesures d'austérité du gouvernement espagnol. Et aussi, c'est ça, pour la corruption du pays, et c'était pour un changement de la politique en général. Donc c'était une protestation pacifique qui est née à Madrid, donc Plaza del Sol. Plaza del Sol, oui. Et donc un 15 mai. Oui, le 15 mai. Le nom. Et donc, qui était en fin de compte une protestation complètement pacifique de jeunes, essentiellement, vous nous avez dit donc 18-25 ans à peu près 20 à 35. 20-35 ans, donc vraiment la classe toute jeune de la société. Et donc pour protester contre ces mesures d'austérité qui ont été mises en place à la suite de la crise économique. Oui, c'est ça. C'était vraiment ça, parce que la situation en Espagne, c'était vraiment mal. En 2011, c'était encore. Mais voilà, c'était ça. C'est les mouvements, quand même, voulaient la régénération politique et ouvrir les débats. Les débats sur la situation en Espagne. Et c'était très important pour les mouvements d'après. Parce que justement, en Espagne, est-ce que vous aviez l'habitude de parler politique ouvertement dans les familles ou avec... Non, jamais. Si on était intéressé, bien sûr, mais la plupart des gens n'ont jamais parlé sur ça et parlé ouvertement sur la corruption ou sur la monarchie, par exemple. Ça, c'est très positif. Et aussi, les caractéristiques du mouvement, c'est que le 15e, c'est un mouvement horizontal. Et tout le monde pouvait exprimer ses avis. Et ça, c'est positif parce que n'importe qui, si les gens avaient des connaissances politiques ou pas, pouvaient exprimer ses avis. Donc ça veut dire que c'était vraiment un mouvement qui venait de la population vers toutes les tranches de la population, plutôt qu'un mouvement qui venait justement du pouvoir ou qui venait du peuple vers le pouvoir. En fait, c'est vraiment un mouvement complètement horizontal. Qui s'adresse en fait à toutes les tranches de la population, mais essentiellement à la population, contre justement le gouvernement.
Et ce mouvement donc, que nous, on appelle les indignés, que vous appelez, alors je n'ai pas retenu le nom espagnol, excusez-moi. 15M. 15e, voilà, 15M. on va le franciser. Est-ce il est resté cantonné à l'Espagne? Je crois qu'il s'est quand même un petit peu exporté. Ouais, c'est ça. Et par exemple, pendant le 2011, j'étais à Londres, au Royaume-Uni, et on avait là-bas, on a fait les 15M. Et je sais qu'à Paris aussi, il y avait un 15M, et dans tous les pays, dans tous les grandes villes européennes et internationales, en Amérique latine, par exemple, aussi. Et les mouvements ont influencé les mouvements Occupy Wall Street Aux aux États-Unis. États-Unis. Et c'est pour ça, ça s'est exporté, bien sûr. Et à Londres, ça avait à peu près le même caractère ou c'était... Ouais, c'est toujours le même caractère. Au début, c'était un peu, on va dire les bazars, parce que c'était tout le monde qui a parlé sur quelque chose, mais à la fin, c'était plus organisé. Merci Natalia, vous allez revenir avec nous tout de suite après la petite pause. D'accord. Le matin sur RCF, prenez le temps de le dire. De 9h à 10h, Stéphanie Gallet aborde chaque jour un sujet qui fait l'actualité. Avec ses invités, elle en approfondit le sens et attend vos réactions et témoignages en direct. Le temps de le dire, votre émission interactive de la matinée, du lundi au vendredi, de 9h à 10h. RCF dans la région de Tours, 100.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Donc aujourd'hui avec moi, Natalia Lopez-Puertas, notre jeune volontaire européenne espagnole à la Maison de l'Europe, qui nous parle du mouvement des indignés, mouvement très important dans son pays, qui a encore des conséquences. Elle va nous en parler très rapidement. Alors Natalia est revenue un petit peu sur les origines de ce mouvement, donc son exportation, si on peut dire ainsi, dans les autres pays aussi de l'Union européenne, et pas que, puisque c'est allé également jusqu'aux États-Unis. Alors, une question qui nous taraude un petit peu, je pense, en France, parce qu'on n'a plus l'habitude d'avoir de roi en France depuis un certain temps maintenant. Quelle était la position du roi pendant ce mouvement ? Mais il n'y avait pas de position parce que pour en Espagne, la figure du roi, c'est une figure symbolique. D'accord. Donc, en fait, c'est le plus important. Les rois, c'est les chefs de l'État, mais les décisions sont prises par le Parlement. D'accord, Donc, et par le gouvernement en place. Oui, c'est ça. Donc le roi a plutôt une figure symbolique et emblématique du pays, et du coup il n'a pris aucune part dans ce mouvement. Non, je crois pas. Non, je sais pas. J'ai pas des idées ou quelque chose d'importance, donc ça veut dire que c'est pas très important l'opinion. En tout cas pour vous. D'accord, merci Natalia. Donc maintenant, après avoir vu cette position, notamment qui était inexistante visiblement, est-ce que vous pouvez nous parler donc des conséquences qu'a aujourd'hui ce mouvement des indignés, donc, qui, nous le rappelons, est né donc le 15 mai 2011 à Madrid et qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois. Et est-ce qu'il y a encore des conséquences aujourd'hui, notamment sur la politique espagnole ? Alors, le mouvement est fini, on peut dire qu'il est fini en 2014, mais ça a influencé des autres mouvements sociaux et pour lutter pour la santé, l'éducation publique et a changé aussi la structure associative. Et aussi, il y a un parti politique qui s'appelle Podemos, je crois que c'est connu ici en France, qui est né à partir du 15e. Les gens qui étaient là, ils ont formé un parti politique pour les jeunes. Et aussi, il y a des politiciens, par exemple, il y a un jeune homme, Alberto Garzón, qui vient de ma ville, de Malaga. D'accord. Et il est le parlementaire le plus jeune de l'histoire espagnole. Et il a commencé là, il a commencé au 15e, le mouvement des indignés.
Et aussi, on peut dire les nouvelles mairies de Barcelone et de Madrid, de Ada Colau et Manuela Carmena, elles ne viennent pas directement des mouvements des indignés, mais elles sont influencées pour ça, pour les mouvements. Donc, ça veut dire que l'importance dans toutes les structures de la société, c'est vraiment visible. Et au début, quand j'étais là, quand j'étais à 15e, aux indignés, je pensais que les mouvements n'avaient pas vraiment d'importance, vraiment de visibilité. Mais à la base, à la fin, quand tu regardes les différentes situations et structures associatives et des autres mouvements, bon, ouais, l'influence, c'est vraiment notable. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ces changements que vous avez pu noter dans la société espagnole? Parce que d'abord, donc, vous avez été aussi en Angleterre, mais après, vous êtes retourné en Espagne vous-même. Et donc, vous avez dû constater les changements qui ont été apportés, comme vous avez tout à l'heure parlé, donc, sur les associations, sur la structure associative ou sur le système de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, s'il vous plaît, Natalia? De la situation là-bas. Oui. Bon, tu viens pour... on peut dire qu'en 2011 a commencé les mouvements contre les mesures d'austérité et le gouvernement qui avait là a changé la constitution. Donc ça veut dire que la priorité de l'État espagnol, c'est de payer le paiement de la dette européenne. Mais aussi, le gouvernement actuel a des mesures très, très agressives contre l'état de bien-estar, de bonheur, de bonheur. Le bien-être. De bien-être, c'est ça, c'est une introduction en espagnol. Et avec les 15M, les jeunes ont commencé à parler sur ça et sur la politique. Parce que la politique ce n'est pas un sujet très intéressant pour les gens en général, mais maintenant, on a ajouté des mots et des expressions très politiques pour critiquer et pour être informé. Donc, il y a quand même eu des effets un peu positifs, plutôt sur la façon dont vous parlez de la politique, dont les gens réfléchissent sur la politique. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des mesures concrètes? Parce que donc, vous nous avez parlé que des politiciens étaient fortement influencés par ce mouvement, s'ils n'en étaient pas directement issus. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises sur, par exemple, le système de santé ou de solidarité du pays? Est-ce que vous aviez un petit exemple à nous donner, par exemple? Oui, par exemple, il y a les mouvements pour la santé publique ou de l'État, je ne sais pas comment se dit en français. Et ils ont fait plein de choses pour lutter pour la santé publique, parce qu'avant la crise, la santé espagnole était un des meilleurs du monde. C'est vrai, ça c'est vrai. Et maintenant, c'est pas comme ça. Et ils ont lutté, les médecins, les infirmières, et tout le monde, pour améliorer, pour arrêter les mesures d'austérité, tout ça. ça. D'accord, donc en fait, il y a eu vraiment une lutte pour ne pas dégrader la situation encore davantage. Ça. Donc là, en fait, ils essayent vraiment de niveler un petit peu d'arrêter l'hémorragie, si on pourrait dire ainsi, pour reprendre un terme médical. Merci beaucoup, Natalia López Puertas, et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.